6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Deux rapports à l'avenir et à l'espoir ce matin. L'une a connu les accords d'Oslo, l'autre n'était pas encore née. L'une a connu l'espoir de la paix et la création d'un État palestinien. L'autre est de cette génération d'Israéliens qui n'a jamais goûté à l'optimisme du dialogue et d'un avenir meilleur entre Palestiniens et Israéliens. Ce matin, nous recevons deux journalistes qui ont toutes les deux écrit sur le conflit israélo-palestinien. Alexandra Schwarzbrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous publiez Éclat aux éditions du Mercure de France, un autoportrait, une autobiographie dans laquelle vous rassemblez des fragments de votre vie, ceux que vous avez vécus notamment à Jérusalem en tant que correspondante de ce journal, le vôtre, Libération. Et avec nous à distance, Lee Aron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien Haaretz et vous publiez 7 octobre aux éditions Grasset, un livre de témoignages saisissants, témoignages des victimes du massacre perpétré par le Hamas en octobre 2023. Je commence avec vous, Alexandra Schwarzbrot. Vous décrivez votre arrivée à Jérusalem en 2000 et vous dites « Je suis parti en Israël au printemps 2000 en clamant à qui voulait l'entendre que j'allais assister à un événement historique, la création d'un État palestinien, alors prévu le 15 septembre suivant. » Fin de citation. C'était déjà une forme de rapport à l'espoir, mais un espoir rapidement déçu. Oui, très vite, parce que je suis allée très vite, je me suis précipitée dans les territoires palestiniens pour essayer de voir quelle était l'ambiance et si vraiment il y avait l'idée d'un État palestinien se concrétiser. Et j'ai très vite vu la colère. Très vite senti la colère chez les Palestiniens, colère dirigée à la fois contre les Israéliens qui continuaient la colonisation des territoires palestiniens malgré les accords d'Oslo et aussi colère dirigée contre leurs propres dirigeants qu'ils considéraient comme inaptes à faire avancer la situation, à lutter justement contre la colonisation et aussi comme corrompus, etc. Voilà, donc très vite j'ai senti ça et en effet le 15 septembre qui était la date à laquelle devait être annoncée la création d'un État palestinien est passé et le 28 septembre, Ariel Sharon s'est rendu sur l'esplanade des mosquées et là l'intifada a éclaté et ça a été plus de 2 ans, enfin j'ai vécu plus de 2 ans un moment absolument terrible avec une succession d'attaques israéliennes sur les territoires palestiniens, puis d'attentats suicides palestiniens en Israël. Et ça a été terrible, et ça a été la lente descente aux enfers qui jusqu'à aujourd'hui, qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Espoir déçu, espoir, Lee Aron, que vous-même n'avez jamais connu. Vous appartenez à une génération, vous avez moins de 30 ans, c'est le cas de la moitié de la population en Israël, qui n'a connu dans le fond que Netanyahou. Bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, j'appartiens à cette génération qui a connu que la guerre. Nous avons passé d'une opération à l'autre, d'une violence à l'autre, et nos dirigeants, de deux côtés d'ailleurs, nous avons échoué une fois après l'autre. Et d'écrire un livre en ce moment, ce n'est pas facile quand de deux côtés nous avons le cœur brisé et nous comptons encore et encore de victimes et de tristesse, des familles qui ont perdu leur chair. Mais même dans ces jours très difficiles, quand il y a des forces extrémistes, des politiciens qui essayent de nous mener encore vers la haine, vers la guerre, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y en a encore tellement de jeunes qui sont maintenant dans la rue, qui veulent sentir cet espoir. Vous racontez, dans cet octobre, pardonnez-moi, vous racontez quelque chose, Lee Aron, qui m'a frappé. Vous décrivez au fond comment votre génération a pratiquement oublié ce conflit. Netanyahou aurait tout fait pour le porter à distance de la société israélienne, tentant plutôt de d'écrire un récit qui montre Israël comme une puissance occidentale, comme un Eldorado technologique. Et au fond, ce conflit, vous l'aviez presque mis de côté. Oui, c'est exact. C'est un point très important à comprendre concernant la société israélienne.
Il faut peut-être, quand on essaie de comprendre ce conflit de façon peut-être un peu plus profonde, Netanyahou, durant presque 2 décennies de gouvernance, c'est un premier ministre qui exerce le pouvoir le plus longtemps en Israël. Il a vendu aux Israéliens cette idée que ce conflit, on ne peut pas le résoudre en fait, que Oslo a échoué, que voilà, le désengagement de Gaza en 2005 a également échoué, que le Hamas a monté et que peu importe ce qu'on fait, on va échouer. Et donc, nous devons diriger ce conflit, d'accepter qu'il va être là. Et en même temps, nous devons peut-être se concentrer sur nous-mêmes. Et donc, il y a beaucoup d'Israéliens qui ont cru cette illusion que Netanyahou nous a vendue, qu'on n'a rien à faire et que les Israéliens peuvent peut-être vivre une vie normale en déconnectant de cette guerre. C'est peut-être un point d'ailleurs qui est orthogonal avec ce que vous racontez, vous, Alexandra Schwarzbrot. Lorsque vous étiez à Jérusalem, lorsque vous travailliez là-bas pour Libération, ce conflit, le conflit entre Israël et la Palestine, était partout, omniprésent dans tous les discours et toutes les discussions. Oui, on ne parlait que de ça à l'époque. Moi, donc, j'étais entre 2000 et 2003 et c'était, je crois qu'il ne s'est pas passé de journée sans qu'il se passe un événement fort. Une attaque israélienne ou un attentat palestinien. Et d'ailleurs, les Palestiniens ont un peu perdu la bataille médiatique quand ils sont passés aux attentats suicides, qui était un truc terrible en Israël, alors qu'au début, c'était vraiment des gamins qui lançaient des pierres, puis des moins jeunes qui tiraient avec des armes. Mais quand ils sont passés aux attentats suicides, c'est devenu en effet un véritable cauchemar en Israël. Et je rejoins ce que dit Lee Yaron, c'est que quand j'étais là-bas, j'ai assisté au début de la construction du mur, vous savez, du fameux mur qui sépare Israël des territoires palestiniens, enfin que les dirigeants israéliens ont voulu bâtir pour construire, pour séparer les deux peuples. Et je pense que c'est de là que vient justement, si vous voulez, ça a permis aux Israéliens de repousser le problème palestinien derrière le mur. C'est-à-dire que pour eux, ça n'existait plus. Ils étaient tranquilles, protégés par le mur, et donc les Palestiniens n'existaient plus. C'était plus un problème. Ils ne voulaient pas savoir ce qui se passait de l'autre côté. Et je pense que ça a été en fait un poison terrible qui a fait que quand tout à coup, le 7 octobre, il s'est passé cet acte atroce, tout à coup, les Israéliens ont réalisé qu'il y avait des Palestiniens, en effet, qui étaient de l'autre côté du mur, et que ce conflit était toujours aussi vif, aussi présent. Et en effet, je pense que Netanyahou a beaucoup fait pour invisibiliser les Palestiniens et pour laisser entendre que ça y est, il n'existe plus, il avait réglé le problème. Dans cet octobre, justement, qui vient de paraître en France aux éditions Grasset, Yaron, vous retracez des parcours de vie, des trajectoires liées au 7 octobre, ces Israéliens qui ont été frappés par le drame, par la mort, par l'horreur également. Et vous expliquez en introduction vouloir servir de rempart contre la distorsion et l'oubli. De quoi s'agit-il ? Quelle est cette distorsion ? Quel est cet oubli ? Oui, tout à fait. Peut-être un exemple que je peux vous donner de façon très générale. Nous parlons des Israéliens qui ont oublié les Palestiniens. Et c'est vrai de façon générale, mais il y a aussi des communautés qui ont vécu sur la frontière de Gaza, ou les kibbutzim. C'était des communautés qui n'ont pas oublié les Palestiniens. Ils ont cherché la paix. Et le camp de la paix a été assassiné par le Hamas. Et si on voit alors le pourcentage de vote là-bas, 94% ont voté pour le parti de la gauche, du centre, des kibbutz de Be'eri, par exemple. Les membres des kibbutz et les kibbutz même, ils ont donné de leur argent personnel chaque mois durant 20 ans pour les familles à Gaza. Et ils ont acheminé de malades palestiniens vers les hôpitaux en Israël. C'était vraiment des gens qui ont essayé dans leur vie quotidienne de trouver des solutions à ces conflits. Ils étaient assassinés de façon atroce, qu'il était difficile à imaginer que tout cela est vraiment arrivé par les terroristes de Hamas le 7 octobre. L'une des choses que j'essaye de faire dans ce
livre, c'est de raconter l'histoire de ces communautés, de ces communautés de paix, des enfants, des femmes, des hommes qui ont été assassinés, et de revenir à l'arrière, pas juste à cette journée terrible, mais aussi à leur vie, à leurs croyances, et également à leur famille, à leur histoire, l'histoire de leur famille, et de comprendre que ces gens font partie de générations de familles juives qui ont fui le pays arabe dans les années 30, dans les années 80, comme par exemple de l'Irak, de l'Égypte, du Maroc. Ils sont arrivés en Israël parce qu'ils ne pouvaient plus rester chez eux, de l'autre côté des communautés de survivants de la Shoah en Europe. Et pour comprendre cet événement du 7 octobre comme une partie peut-être plus large de l'histoire générationnelle de traumatisme, de persécution qui n'appartiennent pas juste dans le livre de l'histoire pour les Israéliens. C'est quelque chose toujours en vie pour nous. Beaucoup d'histoires entremêlées dans cet ouvrage du 7 octobre. Il s'agirait effectivement de tenter de les démêler pour les comprendre, comme vous l'expliquez aussi, l'histoire d'Israël. J'aimerais que vous en racontiez une ce matin pour les auditeurs de France Culture. L'histoire de cette femme bédouine qui a survécu parce qu'elle était enceinte grâce à l'enfant qu'elle voulait mettre au monde et qui l'a malheureusement terriblement protégée. Racontez-nous cette histoire. Oui, c'est vraiment une histoire très, très douloureuse. C'était très difficile pour moi de faire ces entretiens, de l'écrire. C'est l'histoire de Soujoud. C'est une jeune femme bédouine. Elle avait 21 ans. Elle a 21 ans. Elle fait partie de la communauté des Arabes israéliens qui sont 25% de la société israélienne. En partie, ils s'appellent les Arabes palestiniens ou le palestinien, et elle était enceinte pour la première fois, 9 mois et 4 jours, et elle était chez elle, elle était avec son mari, ils ont passé la nuit ensemble, dans la nuit entre le 6 et le 7 octobre. Et le matin, elle a eu les contractions. Ils sont entrés dans la voiture et ils sont partis vers l'hôpital dans un moment magique. Ils pensaient que dans quelques heures, ils vont être une famille de 3. Et sur la route pour l'hôpital, le terroriste de Hamas sur une voiture derrière eux commence à tirer vers eux. Et le bal qui vont vers leur voiture, qui n'était pas une bonne voiture, c'est ce qu'ils pouvaient se permettre. Il rentre dans la voiture et il attend la voiture de Soujoud. Au départ, c'est une balle et après une deuxième. Son mari essaye de faire de signal, de dire nous sommes arabes, que Soujoud est là, un hijab sur elle. Elle porte un hijab, mais le terroriste, il tire. Et elle arrive à une opération à l'hôpital Soroka à Beersheva. C'était la première blessée du matin. Et le docteur pense toujours que c'est peut-être une roquette qui l'a atteint. Il ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui va tirer sur une voiture d'une femme enceinte. Et ils sont très surpris à découvrir une bébé qui a pris 2 balles dans 2 parties de son corps, et en fait, elle a protégé de façon parfaite, comme vous avez bien expliqué. Sa mère, Soujoud, n'était pas atteinte, mais son bébé est mort après 10 heures, sans que Soujoud a pu la voir. Et elle a demandé de son mari de l'enterrer le lendemain. Et cette histoire ne se termine pas ici, parce que cette famille et la communauté bédouine qui est en fait maltraitée par l'État israélien comme une minorité, que l'État ne reconnaît pas ses droits de façon totale. Ils vivent dans des villes qui ne sont pas complètement connectées à l'électricité, ils n'ont pas toujours de l'eau et ils sont obligés d'essayer de se protéger
de ces attaques qui continuent de Hamas, de requêtes qui sont tirées sans avoir des abris dans cette région de bédouine, sans que le dôme de fer le protège. Donc, ils sont attaqués de partout. Et l'attaque iranienne contre Israël, le dernier mois, la seule victime de cette attaque, c'était une fille de 7 ans qui s'appelait Amina, une fille bédouine d'un village pas loin du village de Soujoud, que la roquette, il est entré dans sa maison et on voit des dirigeants de grands intérêts qui font la guerre entre eux et finalement ces deux femmes arabes qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui voulaient juste vivre, payent ce prix qui est le plus élevé. Même sans doute d'ailleurs, l'immense majorité des victimes israéliennes et juives n'avaient strictement rien à voir avec ce conflit. Alexandra Schwarzbrot, une réaction au-delà, est-ce que lorsqu'on couvre, comme vous l'avez fait pour la seconde intifada, ce type d'événements violents, dramatiques, est-ce qu'on s'habitue à cette violence, à ces trajectoires, à ces récits ? Oui et non, c'est-à-dire que quand on travaille là-bas et qu'on vit ça, on vit en permanence dans cette folie guerrière, cette folie armée, on finit en effet par être, même en tant que correspondant, on se réveille le matin, on se demande ce qui va se passer, on se couche, on y pense encore, on finit par devenir obsédé par ça et par être pris par cette folie. Mais en même temps, je pense qu'il faut jamais, et ça, là, c'est là où je rejoins totalement Lee Yaron dans ces mots, je pense qu'il faut jamais cesser de croire à la paix. Je pense qu'aujourd'hui, l'optimisme est un combat. Vraiment. Et je pense qu'en ce moment, on voit bien qu'on peut basculer dans le pire comme dans quelque chose qui peut s'ouvrir. Il y a quand même quelques signes, Lee Yaron le disait, il y a quand même... C'est ce camp de la paix qui était devenu quand même extrêmement minoritaire, et qui l'est toujours, extrêmement minoritaire, mais on sent bien quand même qu'il commence à reprendre un peu de la voix. On sent bien même que les plus durs, comme on voit certains ministres du cabinet de guerre, commencent à comprendre quand même que la politique de Netanyahou ne mène à rien, mène dans le mur. C'est rajouter de la haine à la haine. Et je pense quand même qu'il faut continuer à croire que deux États sont possibles dans cette région, un État israélien et un État palestinien, et il faut se battre sans relâche pour ça. Et pour ça, des propos comme Lee Yaron sont vraiment importants, des propos de paix, d'apaisement, qui montrent que des lendemains peut-être un peu plus positifs que ceux qu'on a connus sont possibles. Ça, je le crois réellement. Regardez, maintenant, tout le monde parle d'un État, la nécessité de reconnaître un État palestinien. C'est la base de tout. Et donc, à partir de ça, je pense que des choses sont possibles. Mais il va falloir se battre pour ça, pour rester optimiste et pour la paix. Là où l'espoir est évidemment le plus sombre aujourd'hui, c'est à Gaza. L'ONU, le ministère de la Santé du Hamas recense plus de 35 000 morts, dont 18 000 enfants. Vous avez exprimé, Lee Yaron, la volonté, notamment dans le journal Libération, qu'un livre comme le vôtre sur le 7 octobre puisse exister également du côté palestinien, qu'on puisse tracer, décrire les vies, les trajectoires de ces personnes qui ont été tuées, de celles et ceux qui ont été blessés. Mais comment un livre peut-il voir le jour côté palestinien lorsque c'est matériellement si compliqué, et plus encore lorsque la profession des journalistes palestiniens a été décimée, comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, je suis aux côtés de mes collègues, les journalistes à Gaza, qui risquent leur vie tous les jours et qui travaillent dans des conditions inhumaines pour essayer de continuer de trouver, de ramener les nouvelles au public sur ce qui se passe là-bas. Il est très important pour moi de comprendre que cette guerre c'est un désastre. J'ai le cœur brisé. Tous ceux qui vivent dans cette région est brisé. Nous ne dormons pas. Nous sommes en deuil depuis le 7 octobre. Nous sommes en deuil, les gens de deux côtés, surtout les victimes de cette guerre. C'est terrible.
Moi, j'espère que ces livres est peut-être un moyen de commencer à se retrouver et que les autres livres de mes collègues vont faire pareil parce qu'on doit reconnaître les souffrances de deux côtés. Et je ne sais pas si les gens qui ne sont pas de notre région comprennent. Les Israéliens, ils ne reconnaissent pas en quelque sorte la grandeur de la souffrance, de la destruction à Gaza, parce qu'ils ne le voient pas dans le nouvel en Israël. Et peut-être aussi les Palestiniens, ils ne connaissent pas les histoires de souffrance, de traumatisme des Israéliens. Pas juste de 7 octobre, et peut-être pas non plus de l'histoire de la Shoah, des attentats que nous vivons. Nous sommes deux peuples qui vivent l'un à côté de l'autre depuis 8 décennies, et nous heurtons l'un à l'autre encore une fois et encore une fois. Et peut-être le chemin vers la solution doit passer par une reconnaissance mutuelle des souffrances que nous faisons pour arrêter tout cela et pour arriver à des jours meilleurs. Au cœur de votre ouvrage, au cœur de vos deux ouvrages d'ailleurs, évidemment, il y a la question centrale, majeure de l'antisémitisme. Alexandra Schwarzbrot, avec un paradoxe fort, vous expliquez au début du livre que votre père rêvait d'être juif. Votre nom même, Schwarzbrot, a laissé penser à beaucoup de vos interlocuteurs que vous l'étiez. Et vous écrivez « J'ai cessé de préciser que je n'étais pas juive. Et je suis encore plus heureuse d'assumer cette identité aujourd'hui, alors que les juifs du monde entier sont pris pour cible par la faute de dirigeants israéliens indignes. » Qu'est-ce que vous voulez revendiquer par là, être juif sans l'être tout à fait ? Oui, mais c'est une question qui me travaille depuis un moment, et j'ai compris en arrivant en Israël à quel point c'était, pour moi pendant longtemps, être juif, pas juif, c'était pas un sujet. C'était et en arrivant en Israël, j'ai compris à quel point c'était important, et je le ressens de plus en plus. Et c'est vrai que je vois bien en ce moment à quel point la haine est en train de monter de partout, et à quel point elle peut se retourner en effet contre les juifs du monde entier, et ça c'est un vrai danger. On a tous une responsabilité là-dessus, journalistes, politiques, surtout, parce que ça c'est important. Et voilà, donc il faut absolument faire attention à tout, ne pas mettre d'huile sur le feu, et essayer on peut réagir, être indigné comme j'ai pu l'être hier quand j'ai entendu qu'une bombe avait tué 30 personnes dans un immeuble à Gaza, et aussi pleurer en pensant aux victimes du 7 octobre. Je pense que les deux, c'est Lee Yaron qui dit on peut être pro-israélien et pro-palestinien. Eh bien, je me sens un petit peu dans cette situation-là. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Alexandra Schwarzbrot, directrice adjointe de la rédaction de Libération, qui vient de faire paraître Éclat aux éditions Mercure de France. Merci beaucoup, Lee Yaron. Je sais qu'il est tard depuis New York et vous faites paraître 7 octobre aux éditions Grasset. Et un merci chaleureux à Lior Silberstein qui a assuré l'interprétation de cet échange. Il est 8h44.